Bon, les gars, qu'est-ce que c'est que ChatGPT Atlas? Ça a l'air de redéfinir le web tel qu'on le connaît, non? J'ai pas raison? Abonnez-vous à Hardis TV, abonnez-vous à Defenduff, abonnez-vous à Bastisson MS. Allez, let's go les amis. Du coup, hier, OpenAI, avec une surprise gigantesque, ont annoncé ChatGPT Atlas. Alors, il faut savoir que personne ne s'attendait à cette annonce. Littéralement personne. OpenAI sont passés maîtres dans l'art de faire des annonces sans que personne s'y attend. Pendant un long moment, il y a eu quand même un pattern qui revenait assez souvent dans les annonces d'OpenAI. Dès qu'il y avait une annonce de Google, 30 minutes plus tard, il y avait une annonce d'OpenAI. Dans le monde de l'intelligence artificielle, on appelait ça foreshadower Google. Grosso modo, à chaque fois, c'était assez rigolo parce que durant les 2 dernières années, à chaque fois qu'il y a eu une annonce de Google, elle s'est fait totalement oublier à chaque fois par une annonce d'OpenAI. Et là, d'un coup, sans qu'il y ait aucune annonce qui sorte ni de Adam ni de Ève, ils ont annoncé, les amis, ChatGPT Atlas. ChatGPT Atlas, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est pensé comme un navigateur. C'est parce que c'est un navigateur, en l'occurrence, c'est pas pour rien que c'est pensé comme un navigateur. Mais quand je dis c'est pensé comme un navigateur, c'est-à-dire qu'ils ont encapsulé ChatGPT dans un navigateur. C'est-à-dire que le but, c'est de remplacer votre Google Chrome, votre Firefox, etc., etc., pour avoir une nouvelle expérience de navigation sur Internet. Ça a notamment pris ses sources dans des initiatives qu'il y a eu pendant longtemps avec, par exemple, Dia. Je ne sais pas si vous avez utilisé Dia, qui est un browser qui est venu, c'est quoi, c'est The Browser Company, c'est ça? Tout à fait. Exactement. Ils ont abandonné, si je puis dire, Arc, qui était un navigateur qui a fait beaucoup de bruit quand il s'est lancé, pour aller sur Dia. Ceux qui ont enchaîné, ça a été Perplexity, notamment avec un navigateur qui s'est appelé Perplexity Comet. Et maintenant, ChatGPT arrive donc avec ChatGPT Atlas. La promesse est simple. Vous avez ChatGPT à la place de Google. Donc, vous pouvez rechercher ce que vous voulez sur Internet à la place de Google avec ChatGPT. Mais en plus de ça, à droite, vous avez un petit assistant d'IA que vous voyez juste ici sur la présentation, qui peut interagir avec les sites internet à votre place. Et du coup, ça ouvre le champ à énormément de cas d'usage, comme par exemple le fait qu'il puisse faire vos courses pour vous, faire des réservations pour vous, littéralement travailler pour vous. Et surtout, la grande force par rapport à ChatGPT, parce que je vois arriver les gens qui pourraient me dire « Mais Anis, c'est quoi la différence avec ChatGPT ?» Eh bien, c'est tout simplement qu'il fonctionne sur votre navigateur, avec vos données, avec vos connexions, et tout ça directement devant vous, et vous pouvez prendre le contrôle de sa navigation quand vous le souhaitez. Ouais. Okay. Et je sais pas si vous vous souvenez, il y a longtemps, une chose, que ChatGPT puisse voir ce que je vois, parce qu'aujourd'hui, je mets mon ChatGPT à gauche et mes mails à droite, et je fais des copier-coller dedans et tout, je dis réponds. Ça y est, c'est possible, c'est vraiment dedans. Donc, tu as dit interagir avec le site web, mais il pourrait aussi interagir avec des onglets qui vont s'ouvrir ou il va analyser, et aussi interagir dans le corps de la page. Tu peux surligner des passages et dire réécris, répond en lui disant non merci, répond avec le tarif, etc., etc. Donc là, on atteint exactement les mêmes performances, mais une ergonomie poussée à son paroxysme. C'est-à-dire que tout est fluide, tout est inclus dedans. Il voit les mêmes choses, il connaît les mêmes choses que toi maintenant. Tu n'as pas besoin de lui copier-coller ou de lui drag and dropper dedans. Et regarde ce truc, t'en penses quoi? Et tu recopies-colles la réponse. Maintenant, c'est mélangé. Avec tous les risques de données, bien sûr, qui sont derrière. Mais maintenant, on a cette expérience 100% fluidifiée. Exactement. D'autant plus qu'il y a eu quelque chose d'extrêmement intéressant. Toi, je sais pas si tu l'as noté, Basti, mais moi, quand j'ai créé mon compte, quand je me suis connecté à ChatGPT Atlas, il m'a demandé, voulez-vous importer vos préférences de votre navigateur? C'est-à-dire que en un clic, j'ai apporté tous mes favoris, tout mon historique, etc. sur ChatGPT Atlas. Et donc, en fait, c'est-à-dire que je ne démarre pas à froid, en plus de ça, tout. Mec, hein. Ah, oui, mais moi, j'ai bien aimé. D'accord? Ouais, mais n'importe quel nouveau navigateur maintenant te propose l'import. Mais surtout, direct, quand tu commences à parler dans le truc, il connaît toute ta vie de ChatGPT d'avant, quoi. On est d'accord que c'est exactement, parce que tu as tout l'historique. C'est Chromium, moi. Alors, c'est pas une base Chrome. Alors, s'il vous plaît, j'ai fait un tweet à ce propos. C'est pas parce que c'est Chromium que c'est une base Chrome. S'il vous plaît, je suis Defund. Je me suis engueulé avec 15 personnes à ce sujet aujourd'hui déjà, ok? Donc, ce que je voulais vous dire. Non, en fait, j'ai vu plein de gens qui m'ont fait « Oui, mais c'est Chrome, de toute façon derrière, c'est Chrome, machin. » Non, c'est Chromium, les amis. Chromium, c'est un moteur de browser, etc., etc. Vous pouvez construire par-dessus n'importe quel browser, machin. Et c'est exactement comme une librairie, on va dire, que vous pouvez utiliser pour faire ce que vous voulez. C'est pas parce que c'est Chromium que derrière, c'est Chrome, etc. C'est un moteur de browser, grosso modo. C'est comme si on choisissait c'est comme si on disait Instagram c'est fait avec Python, et ben du coup
coup, moi j'ai fait un programme en Python. Et ben du coup, en fait, Instagram, ils ont pas vraiment fait Instagram, hein, parce que ils ont pas codé le langage Python. Non, je te disais ça. Elle est pas. En fait, c'est pas un argument. On Je s'en fout que ce soit Je trop te bien, disais ça, je te disais ça uniquement pour savoir si les extensions marchaient. T'es parti dans un tunnel tout seul, mon frère en Christ. Vraiment, je voulais juste Non, mais savoir ça me si les- saoule parce que j'ai vu sur Twitter toute la journée des gens qui étaient là en mode mais c'est Chromium, du coup c'est pas c'est Chrome en fait, c'est pas, ça revient au même. Mais putain, mais ça a rien à voir, c'est des De toute façon, écosystèmes différents. Arrêtez un peu. La plus-value, elle est pas là, elle est pas dans le corps d'affichage des pages. Hein, on va pas se mentir, hein. C'est pas du tout ça que tu viens chercher. Mais avec ce du navigateur. coup, vous l'avez, Métifun, vous avez une rage incroyable. Mais non, mais c'est désolé, bon, ok, ça. désolé. Non, désolé. C'est juste que sur Twitter, là, j'ai vu plein de gens qui... des cons. Non, mais c'est comme les gens, qui arrivent et qui disent... C'est comme les gens qui arrivent et qui disent, tu fais du JavaScript? Ah, bah, moi aussi, je sais Dev en Java. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que Chromium, c'est Chrome. Mais n'importe quoi, Chromium, c'est Chrome. Mais n'importe quoi, Chromium, c'est Chrome. Chrome, c'est Chromium, mais pas Chromium, c'est Chrome. Arrête de dire des conneries. Tu sais, Chrome, bah c'est un si. écosystème de Google où t'as tout encapsulé de Google. Chromium, c'est Chrome, n'importe quoi. Les pneus, c'est Ferrari. Les pneus, c'est Ferrari. Bah non, les Ferrari ont des pneus, mais pas tous les pneus sont Ferrari, en fait. Bah si. Oui. Les navigateurs, ça te va, les navigateurs? Tu sais, il me fait penser, moi, il y a un truc que j'adore regarder parfois, c'est les joueurs e-sport de très 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 haut niveau sur League of Legends qui s'engueulent entre eux parce que je ne comprends rien, tu vois. Et c'est vraiment, mais voilà, il a bottom feed à partir de la 14e minute. Putain, c'est sûr, le mec, il a Nash into Flame of Fire avec 40 d'AP. Putain, mais c'est sûr. Voilà, et t'es là, C'est genre, injouable. et je ne comprends rien Désolé. à ce que vous racontez. Genre, Non, désolé. Désolé. En plus, tout à l'heure, je me suis dit, il faut que j'arrête de crier en live et tout, parce que c'est pas agréable à écouter. Désolé, mais en vrai, Chromium, c'est qui a dit ça? Pourquoi on le banne pas de nos trois chats? Pourquoi on le banne pas de... est-ce qu'on peut passer qui à qui a la dit ça suite par pitié? On s'en fout. Et donc, du coup, attends, parce que du coup, vous l'avez testé. Moi, j'ai juste vu l'annonce. Tout à fait. Alors moi, je l'ai testé vraiment là il y a 20 minutes. Donc je suis allé sur carrefour.fr et j'ai demandé de mettre des carottes et des tomates dans mon panier. Et puis il a pris le focus avec mon curseur. Il a commencé à bouger le curseur. Et là, on était passé sur l'écran de Diffen parce que lui, comme il a la version pro, peut faire plus de choses. Ah oui. Mais moi, je te donne mon premier feedback. Je suis terrifié de streamer ce navigateur parce que j'ai peur qu'il mette à un moment des trucs perso. Parce que moi, ChatGPT, je l'ai utilisé Oui. premier degré, tu vois. Oui. Genre vraiment en mode, ah bah, votre maison au 123 rue de la Pomme, eh bien, elle pourrait être super. Tu vois, genre en mode calmos, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc, là, je fais des petits tests, mais j'ai les fesses très serrées, quoi. Voilà, je te le dis. Ah ouais, Non, t'as peur à ce effectivement. point, mais... Mais non, mais il a raison. Il a raison. En fait, c'est hyper dangereux. Attends, je vais lui demander, tu connais quoi de... Attendez, affichez pas mes trucs. Ah, ok. Tu connais quoi de moi, mon ref? Alors, du coup, pendant que... Merde, je suis en train de l'afficher comme un con. Moi, je voudrais, du coup, parler un peu des usages des navigateurs. Moi, je trouve ça très bien, ce mode hybride, parce que à la fois, pour des tâches très rébarbatives, tu peux demander au curseur de prendre la main. À tout instant, quand tu veux reprendre la main, tu peux l'arrêter et vraiment reprendre la souris de façon très classique. Et tu peux quand même continuer à avoir une interface graphique sous les yeux et voir les résultats. Alors que quand tu chattes, t'as vraiment ce mode un peu obscur de il te renvoie les résultats et tu cliques, mais tu vois pas un peu le chemin. Et je trouve que ce mode hybride est très cool parce qu'il permet de garder le meilleur des deux mondes, tout simplement. Voilà. Ouais, bien sûr. Non, c'est. Alors, je trouve moi, ça... sachez que j'ai énormément de choses, énormément de takes que je voudrais partager avec vous, notamment sur l'UI UX. Donc, comment vous voulez vous organiser? Est-ce que vous voulez qu'on parle Démo. un peu Petite de... démo. Vous voulez qu'on fasse la Ouais. démo direct? Ouais, je pense Démo. démo déjà. Ouais, Ok, démo. allez, on fait la petite... Allez, c'est bon, là. Ok, pas de problème. Donc là, faut passer Alors, sur allez-y, écran Mac. Vous savez écran quoi? Mac. Partagez mon écran. C'est bon. Au pire, il y a un leak. J'ai rien Inch'Allah. à cacher. J'ai rien à cacher. J'ai rien à cacher. j'ai rien à m'en Inch'Allah, ça leak pas. Ok, donc là, on est sur Ok, voyez mon ChatGPT écran Atlas. Oui, tout à fait. Ok, donc ce qui est assez frappant quand vous arrivez sur ChatGPT Atlas, déjà, c'est que vous avez cette énorme fenêtre ChatGPT qui est littéralement comme une fenêtre qui peut vous faire penser à Google. D'accord, mais Mhm. c'est juste qu'à la place d'avoir une recherche Google, vous allez avoir une recherche ChatGPT. Donc là, il vous dit demandez à ChatGPT ou saisir une URL. Et là, ce qui va être assez frappant, par exemple, si je lui dis c'est quoi la meilleure chaîne YouTube qui parle d'IA, en espérant qu'il me cite, bien sûr, eh bien, en fait, il va... Oh merde. Demande en français, ouais. Eh bien, voilà, ouais, 2 Minute Paper, c'est une très bonne chaîne d'ailleurs. Eh bien, en fait, il va venir vous faire une réponse vraiment en mode plus besoin de faire de recherche comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est une version un peu améliorée de la recherche. C'est-à-dire que c'est pour ça que moi, je passe littéralement mes journées en ce moment à dire que
le monde de la recherche où on va avoir des liens qui vont vous être envoyés, où vous allez cliquer sur des liens, ça ne va plus exister. Aujourd'hui, ça va être uniquement une réponse qui va vous être envoyée. Et après, vous allez avoir le mode qui va être sur le côté ici, demander à ChatGPT, là, qui est tout en haut. Je peux pas, alors, on peut pas zoomer, mais Ouais. qui est tout en haut ici. Vous cliquez sur demander à ChatGPT. Et là, sur le site sur lequel vous êtes, vous pouvez lui demander de faire ce que vous voulez. Tu peux lui Ça, demander c'est une vraiment action pour voir. Voilà, par exemple, tu veux que je lui dise quoi? Fais un cercle rouge. Ouais. Fais un cercle rouge. Commençons simple. Et il y a une dernière fonction, c'est aussi surligner du texte et lui demander des choses. Donc là, Ok. il réfléchit à la demande. Et en fait, il va prendre le contrôle de votre souris. Et c'est comme si c'était vous qui naviguez sur l'écran. La chose que vous pouvez pas voir, attendez, je vais vous décaler. Mais en fait, c'est en bas là. Ici, Ah il y a oui. marqué reprendre le contrôle. Fais masquer sur le truc Chrome là. Attends, donne-moi une seconde. Ouais, ça. Waouh. Ouais, voilà, ici, vous avez prendre le contrôle. Ici. Ouais. Et donc, en fait, à n'importe quel moment, vous pouvez reprendre le contrôle de votre ordinateur, finalement. Putain, il le fait, hein. Je vais vous déplacer. Il le fait le con, mais il est pas. 80-80, ok. Et rouge. Voilà. Incroyable. Bravo. Mais moi, il y a un truc où je me dis tout de suite, ça va poser un énorme problème, c'est que globalement, 100% de tous les trucs anti-bots d'internet sont morts là. Parce que si tu lui demandes de Ouais. genre remplis ce captcha, qu'est-ce qu'il fait, Ouais. tu vois? Bah, en fait, là, littéralement, on va se poser la question. En fait, là, ça va être deux stratégies différentes. C'est-à-dire que il va y avoir des sites qui bloquent aujourd'hui les bots. D'accord. Et en fait, ces sites-là, ils se disent, je ne veux pas de bots parce que c'est du faux trafic. Et donc, ça fait 10 ans qu'on apprend qu'il faut bloquer le trafic des bots. Le problème, c'est que quand tes utilisateurs ne vont plus sur ton site, mais que c'est des bots qui vont sur ton site, en vérité, bloquer ton site de bot le rend invisible pour la future génération d'Internet. Tu comprends? Et donc, Ouais, en fait, clairement. c'est un peu le couteau à double tranchant. D'un côté, tu te dis, bah moi je veux pas de bots, mais de l'autre côté tu te dis, mais si je bloque les bots, alors à ce moment-là mon site risque de ne plus être utilisé finalement, Bah parce ouais. que demain sur Internet il y aura une grande partie de l'interaction qui sera faite par des bots comme ceux que vous venez de quand il contrôle, ou tout simplement ceux que vous voyez ici quand il va chercher des informations pour vous les fournir de manière condensée. Donc c'est un peu le double tranchant finalement sur Putain, c'est ok, c'est assez intéressant. Et donc Basti, tu l'as testé toi aussi? Et en vrai, là, je me rends compte qu'en démo, c'est compliqué de le faire en live parce que les vrais moments où ça va être impressionnant, c'est quand tu vas dire voilà mon Google Agenda, rajoute tous les 2 semaines un rendez-vous avec Ardis le mercredi. T'as dit des trucs très privés en fait qui vont être intéressants, je pense. Ouais. Tous les trucs que tu vas faire autour de tes mails, de la gestion de tes données, tous les trucs qu'on peut pas vous montrer là maintenant. Mais c'est là où ça va avoir des petits plus-values sur les trucs très manuels, tu vois, très débiles, de répondre à des mails, d'ajouter des trucs dans les calendriers, de mettre des pièces jointes, de relancer les mêmes personnes. Enfin, tu vois, ouvre-moi mes onglets de montage vidéo, j'en sais rien, plein de trucs. Mais ouais, du coup, très perso, ouais. Très perso, très terre à terre, quoi. la question suivante, qui est un peu la question évidente, mais c'est une question parfaite pour un ingénieur en intelligence artificielle. Par chance, nous en avons un. C'est que du coup, Google, ça va être compliqué là, non? Alors, Ouais. il y a Tu vois. deux mondes. Ouais. Il y a deux mondes. Alors moi, si je devais vous mettre une pièce dans la machine, je suis quasiment persuadé que OpenAI ne fait jamais d'annonce sans vouloir foreshadow Google. C'est sûr que Donc moi, Gemini sort la semaine prochaine, c'est sûr. Donc moi, je pense qu'il y a un monde, mec, mais c'est vraiment une pure rumeur. Je pense qu'il y a un monde où OpenAI savait très bien que Google allait release leur Google Chrome augmented par Gemini C'est sûr. cette semaine, et ils avaient prévu de release ChatGPT Atlas. Et en fait, D'accord. Google ont dit on n'est pas prêt. Et donc, en fait, ils ont quand même release ChatGPT Atlas. Et je pense que dans les prochaines semaines, voire prochains jours, on risque d'avoir un Google Chrome powered by Gemini exactement comme ici. C'est sûr, avec la sidebar, c'est certain. Parce C'est certain. exactement, parce qu'en fait, en ce moment, c'est un hot topic Gemini 3.0. Gemini 3 va sortir, tout le monde le sait. D'accord. Et avec des mises à jour sur VO3, etc., etc. Et il y a un monde où ils pourraient dire Gemini 3 est tellement ouf parce qu'en fait ils ont sorti aussi ce qu'ils appellent le computer use la semaine dernière, d'accord. Donc en fait tu peux laisser Gemini contrôler ton ordinateur. Avec les rumeurs de Gemini 3.0, je pense qu'ils vont sortir ce produit là. Et Ouais, donc voilà ma question take. de Voilà ma take. Donc je pense Ça se tient, et hein. d'ailleurs l'action de Google hier quand ChatGPT Atlas est sorti, l'action a baissé beaucoup.
et elle est remontée petit à petit. Parce qu'en fait, là, on se pose une question qui touche littéralement à l'utilisation qu'on a d'Internet, dans le sens où Google, pendant longtemps, ont eu un écosystème incroyable où tu avais absolument tout qui était encapsulé dans Google. Et maintenant, on se rend compte qu'OpenAI sont en train de prendre aussi cette direction avec un écosystème OpenAI et finalement un ChatGPT all-in-one. Vous savez, le rêve de tous les géants de la tech qui était notamment un rêve très chinois à la base avec WeChat et que Elon Musk a repris, c'est d'avoir la all-in-one application. Personne n'a jamais réussi à faire ça dans tout l'Occident. Oui, WeChat. Mais dans tout l'Occident, tout le monde a essayé de copier les Chinois sur ça. Personne n'a jamais réussi. Ouais. Exactement. Ouais. Exactement. Et du coup, Diffen, moi j'ai une vraie question là. Genre, moi j'ai la même take que toi. Je suis sûr que Gemini Sidebar, Google Chrome Sidebar, il sort bientôt là, j'en suis certain. Parce que c'est pas compliqué à faire en soi, tu vois. C'est pas compliqué là, c'est juste une belle ergonomie posée sur la puissance de l'IA déjà existante. Et moi je me tâte de plus en plus à annuler mon abonnement ChatGPT. Et s'il y a un Gemini Google Chrome qui sort, j'ai très envie d'être plutôt abonné à Gemini et je voulais avoir ton avis. Parce que Nano Banana, je le saigne là. Qui est le modèle d'édition d'images, contexte juste, excuse-moi. Ouais, le modèle d'édition d'images de Google, qui est vraiment impressionnant et très pratique pour mon métier de créateur de contenu, de miniaturiste et tout ça. ChatGPT en code, ChatGPT en texte, bof. Par contre, Gemini, ça m'a l'air hyper cool et d'autant plus que tu as les applis de Google qui commencent à l'intégrer, notamment YouTube, notamment Google Photos et tous ces trucs-là. Et tu dis, ah quand même, ça commence à être un peu mieux. Et je voulais avoir ton avis. Juste avant de te donner mon avis sur Gemini, en fait, là, vous voyez, là, typiquement, je lui ai demandé de m'écrire un script sur les humanoïdes. Et là, vous voyez toute la force de ce ChatGPT Atlas. C'est-à-dire, je lui ai dit, tiens, prends mon Google Doc et fais des recherches pour moi. Donc, en fait, là, lui, il est en train de faire des recherches en bac pour pouvoir écrire mon script. D'accord? Et là, vous pouvez me dire, mais Anis, c'est quoi la différence avec ChatGPT classique? ChatGPT classique, il peut aussi le faire. Oui, mais en fait, là, le truc, c'est que moi, je peux lui dire il a accès à l'intégralité de mon navigateur et il peut écrire pour moi. Je peux lui dire, montre-moi les onglets, cherche, montre-moi ça, etc. Et en fait, c'est beaucoup plus human-like, en fait. Ouais, tu peux reprendre la main plus facilement, alors que sinon, t'as ton gros bloc de réponses ChatGPT à copier-coller, à dire ligne 123, attention. Là, t'as un truc. Et là, c'est gentil, on est sur Google Doc. Mais en fait, si vous lui donnez votre Google, votre Gmail, et vous lui dites juste trie les emails et réponds automatiquement à tous ces emails, je pense que vous voyez très rapidement la puissance du truc. Vous lui donnez LinkedIn et vous lui dites envoie un message à tous les... En ce moment, moi, par exemple, je fais de la prospection chez les CMO. Envoie un message à tous les CMO avec ce truc copier-coller. Bam, 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 bam. Vive l'automatisation, tu vois. Et plus besoin de faire des trucs N8N, je sais pas quoi. Je reviens à ma question. C'est pour ça, là, on est en train de piloter des trucs Google avec ChatGPT. Moi, je me dis, là, si ça sort dans une semaine, j'ai envie d'aller en full Gemini, tu vois. Parce que j'ai mon agenda, j'ai mes mails, je suis youtubeur, donc il y aura plein de trucs sur les miniatures YouTube dans quelques semaines, c'est sûr. Google Photos, Nano Banana et tout. Et OpenAI, ChatGPT, il me sert de moins en moins, je sais pas comment dire. Mais je pense que pour le coup, c'est pour ça que OpenAI ont sorti ChatGPT Atlas avant la mise à jour de Google Chrome, voire de Gemini 3.0, parce qu'ils savent très bien que si Google arrive avec cette proposition de valeur, les gens n'auront quasiment aucun intérêt à aller sur ChatGPT Atlas, si ce n'est avoir le modèle le plus intelligent aujourd'hui généraliste, tu vois, parce que Gemini 3.0, c'est bien, mais il est encore un peu teubé en vérité. Ah ouais, parce que moi, je redonne ma je l'aime pas trop. Je préfère une IA avec une bonne ergonomie, bien implémentée dans mes outils, sans friction, que la meilleure IA, mais il faut tout copier-coller dedans. Je caricature, mais tu vois. Et du coup, mais si t'as cette take, alors c'est une take très Apple, ça. Tout à fait, mais pour moi, c'est l'usage qui prévaut. Toujours. C'est-à-dire que même si c'est moins puissant, si l'usage est beaucoup plus fluide, tu gagneras toujours. Tu vois, même mon processeur sur mon iPhone, il est moins bon. Ouais, mais comme l'ergonomiquement, c'est fluide, je suis heureux. Et du coup, les gens demandent Gemini ou ChatGPT. Tu vois, et je te repose la question, t'as toujours pas statué pour moi. Moi, en vrai, Moi, en vrai, je préfère ChatGPT quand même. Ok. Mais parce que, en fait, moi, je préfère ChatGPT, mais parce que, en fait, je paye 250 € par mois. J'ai accès au code, j'ai accès à Codex, qui est littéralement un banger pour coder. Et en fait, GPT 5 Pro sur ChatGPT, c'est absolument banger. Mais ça, tu y as accès qu'en payant 250 € par mois, tu vois. Excusez-moi. La semaine dernière, on trouve que GPT-5, il est un peu teubé, quoi, en ce moment. Ouais, mais parce que c'est instant, il est turbo teubé. Oui, il fait n'importe quoi. En fait, genre, j'ai l'écran de Diffen sur mon stream en même temps et j'ai l'impression qu'il est en train de réinventer la roue depuis un quart d'heure pour juste écrire du texte. Il fait n'importe quoi, mec. C'est vraiment nul. Du coup, genre, je lui demande juste d'écrire. Il a changé le titre. Il a écrit script YouTube humanoïde là-haut, mais c'est tout ce qu'il a.
Je reprompte une dernière fois ma question pour toi, Defend. En tant que normie plus youtubeur qui retouche des photos sur photos, des trucs pour dire je rajoute un chapeau de cow-boy, est-ce que je serais pas plus heureux chez Gemini, tu vois, que sur GPT-5 à $20? Si ergonomiquement ils sortent la sidebar et tout sur Chrome, quoi. Je pense que oui. Ouais, je pense aussi, j'ai l'impression. si, The 20 Je pense que oui, Sharpest. mais le truc, c'est que ChatGPT, il est quand même mieux version agentique. Ouais. ChatGPT, il sait quand même mieux agir de manière agentique. Mais Gemini, c'est pas beaucoup agir de manière agentique, tu vois. pour reparler Parce que là, produit, je me dis, en étant youtubeur, ça peut être pas mal. pour reparler produit 2 secondes, là on est entre nous, c'est-à-dire qu'on est on est des gens qui s'intéressent à la techno, on est plutôt power user, on a une utilisation du déodorant qui est accessoire, tu vois. On parle à très peu de femmes en dehors de nos mères respectives, mais pour les gens, genre pour les grands-parents de tout le monde, est-ce qu'il y a un monde où genre Google Search en tant que produit, qui est quand même le gros mastodonte de tout l'écosystème de Alphabet, est-ce que Google Search, on est genre à 6 mois, 1 an, 2 ans max, que genre le produit n'existe plus dans la forme dans laquelle il existe aujourd'hui, tu vois. Bah oui, mais ça, c'est Google qui l'ont annoncé au Google I.O. en mai. Ils l'ont même dit eux-mêmes. Ils ont dit qu'ils Mais je te rentraient dans fais l'ère une de la relance. générative search. Je te fais une petite relance, pardon. Diffunt, enfin. Oui, ils ont annoncé qu'ils rentraient dans l'ère de la générative search. La recherche telle qu'on la connaît aujourd'hui va être emmenée à disparaître petit à petit. Pas d'un coup, sûrement, mais vraiment petit à petit. Parce que faut pas oublier que ça fait pratiquement 20 ans aujourd'hui que la recherche Google, avec la recherche par mots-clés et la recherche de liens, existe. Et du coup, ça va être compliqué pour les gens de modifier leurs habitudes, etc., etc. Il fait n'importe quoi. Mec, là, vous avez l'exemple de l'intelligence artificielle teubée de la planète. C'est absolument catastrophique. C'est vraiment Non, mais ce catastrophique. que je trouve génial, c'est qu'il arrête pas de faire des tests. Il est en mode, non, il y a un problème. Il faut que je fasse du code JavaScript pour voir comment gérer les accents. Et t'es là, genre, mon frère en Christ, copie-colle du texte, quoi. Genre, vraiment, genre, ça va bien se passer, quoi. Ah, c'est purement et simplement catastrophique. Mais du coup, effectivement, la recherche a commencé à évoluer. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai lancé White Sheep pour aider les entreprises à monitorer leur recherche. Bien sûr, n'oubliez pas, il y a un free trial encore quelques jours. Vous pouvez bien sûr essayer gratuitement. Mais on est en train de déconstruire et reconstruire Internet. Et moi, ce que je dis à mes clients, ce que je dis à mes prospects, c'est qu'en fait, il faut vraiment comprendre que les IA sont les nouveaux influenceurs. C'est-à-dire qu'on passe d'un monde de la recherche à un monde de la demande. C'est-à-dire que avant, avec Google, c'était très impersonnel en vérité la recherche. C'est-à-dire que tu lui demandais une information, tu attendais une information froide avec une liste de liens, etc. Aujourd'hui, tu demandes à un modèle d'IA de te fournir une information, tu attends une information personnalisée dans le ton, mais aussi personnalisée dans la recherche. Et en fait, c'est en vérité deux principes qui sont globalement différents. Tu n'es plus là à chercher, tu es là à demander qu'on te fournisse et qu'on te donne la cuillère dans la bouche. Et ça représente le fait que les modèles d'IA ne sont plus uniquement des modèles d'IA où vous allez récupérer de l'information, mais des modèles d'IA où vous allez récupérer de l'opinion. Et dans le fait où vous allez récupérer de l'opinion, en vérité, ça veut dire qu'ils peuvent vous influencer et donc que les modèles d'IA sont les nouveaux influenceurs. Très smart. Alors que pendant ce temps-là, la démo de Diffunt est en train de devenir folle alliée. Mec, je ne sais pas ce qu'il fait là. Là, Gemini, il aurait déjà écrit des pages et des pages. Hein. Mais en vrai, je pense ce qui était drôle au début, c'est que tu avais le bouton Gemini juste au-dessus et tu l'as pas utilisé. Genre, tu vois, pour tous les je sais pas ce qu'il fait, hein. Pour tous les gamins qui vont naître avec cette techno et tout, je pense qu'il y aura une énorme prime aux gens qui sont encore capables, tu vois, de utiliser ces technos-là avec un esprit critique, de refaire du travail manuel derrière, etc. Genre, en vrai, de vrai, je suis assez d'accord avec toi sur une analyse que le côté, tu vois, Réflexion sur l'échec. Réflexion sur l'échec, c'est écrit, ouais. Tu vas plus exécution avec 9 segments. Non, mais attends, mais là, il y a du code et n'importe quoi. Il va s'auto-détruire. N'importe quoi. Hein. Je n'arrive pas à écrire dans Google Doc, aidez-moi. C'est donc ça l'intelligence artificielle dont plein de gens ont peur. Oh putain, bordel de merde. Remise en doute de mes choix. Il est en train de remettre, il est en train de remettre en cause toute son existence. Et là, genre, putain, faut que j'écrive du texte. Mais non, effectivement, le fait que du coup, en fait, je suis désolé, j'essaie de faire un point cohérent et en même temps j'ai la démo sur mon autre écran et c'est catastrophique. Il a pas réussi à écrire les humanoïdes, quoi. Il s'est arrêté.
il a écrit les humains pour ceux qui voient pas. Mais non, en fait, le fait qu'effectivement tu vas plus chercher quelque chose, mais on va t'apporter l'information, etc. Je pense qu'il y aura quand même une grosse prime aux gens qui sont capables de mettre l'outil en question et de faire des trucs un peu à l'ancienne, en tout cas pendant un moment, parce que t'es beaucoup plus efficace à t'en servir comme outil, mais que tu mets en dessous de toi. À partir du moment où tu mets l'outil au-dessus de toi et que tu crois à tous ces outputs, je pense que tu vas être moins pertinent et moins efficace dans ton boulot pendant un petit moment, quoi, tu vois. Il y a ça, mais il y a aussi un point moi, que je voulais aborder avec vous et justement profiter qu'on ait un UI UX dans la team pour poser une question très simple et très claire. Demain, une grande partie de la navigation sur Internet sera automatisée par des modèles d'IA, comme on est en train de voir ici. Bon, ici, c'est une très mauvaise démo, mais bref, ils vont pouvoir cliquer et chercher à la place d'un humain, etc., etc. Et en fait, moi, ma take, monsieur Basti, UI, UX, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, les interfaces graphiques ont été faites par des humains pour des humains. Mais demain, il va falloir réfléchir à des interfaces graphiques, voire des interfaces tout court, pensées pour des IA. Tu vois, donc moi, mes takes, c'est par exemple, est-ce qu'on va avoir des sous-domaines uniquement en HTML, sans aucun CSS, sans aucun JavaScript, ou avoir des UI UX qui vont être dédiés à des modèles d'IA, des UX qui vont être dédiés à des humains, ou est-ce qu'on va essayer finalement de merger de plus en plus les deux? Quels sont tes takes sur ça? Quels sont tes avis, tes pensées? Moi, j'ai un avis, j'en avais déjà parlé avec Hardisk un jour où tu n'étais pas là, quand on avait découvert d'IA, je pense. Les sites, ils vont rester pareils. Et c'est les IA qui vont s'adapter pour les lire. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme si tu disais aujourd'hui, pourquoi il y a encore des escaliers dans les maisons? Parce qu'en fait, les robots, ils ont des roulettes. Et du coup, on devrait remplir... Ah, il a réussi. Il a réussi, wesh! D'un coup, quoi. Attends, regarde après. Du coup, je disais, Vas-y, aujourd'hui... Pour moi, les sites, ils vont rester identiques et c'est les IA qui vont s'adapter à notre monde d'humains. Et j'avais fait cette métaphore, je sais pas si elle marche encore, mais en gros, aujourd'hui, les robots, ils existent, tu vois, et ils évoluent dans notre monde d'humains. Et on veut toujours, en tant qu'humain, pouvoir se déplacer dans notre monde d'humains. Et quand il y a un escalier, nous, on monte l'escalier facilement, mais le robot, il galère et du coup, on fait des robots hyper compliqués qui montent les marches et tout. On pourrait tout remplacer par des pentes, mais non. On garde le truc qui est adapté aux humains. Et là, je pense que les sites web, on aura toujours envie de les voir. On aura toujours envie de les scroller, de voir l'image et le prix et une petite description. Même si autour de ça, on va demander à une IA de nous faciliter le travail, de nous emmener plus rapidement vers la fiche, de comparer plus vite. Mais on va pas bypasser l'interface pour autant. Donc moi, j'ai la take que les sites, ils vont rester pareils. C'est l'IA qui va s'adapter. Peut-être le design sera plus simpliste ou plus moderne ou des choses comme ça, mais on est déjà dans des designs assez basiques aujourd'hui, assez épurés. Et on va juste l'IA qui va se plugger dessus parce qu'on aura toujours envie de voir le truc. Et je trouve ça assez flagrant parce que moi, si je dis dans ChatGPT Tech, donne-moi les 3 meilleures perceuses d'Amazon et il me fait une genre de liste, bah en fait, je vais cliquer, je vais ouvrir les 3 onglets comme ça, tu vois. Et je trouve ça beaucoup plus sympa que ça s'affiche en même temps sur le côté avec les deux en même temps, tu vois. Moi, je pense qu'on va avoir une grosse période de transition où en fait ce navigateur dans une update qui ne saurait tarder, parce que j'ai pensé à ça parce que j'ai vu quelqu'un en parler dans le chat, je sais pas de chez qui il était entre nous trois, mais qui disait c'est trop dommage que ChatGPT Atlas reconnaisse pas quand il y a un MCP sur ce service et qu'il l'utilise au lieu de cliquer sur le site. Moi je pense que l'update ça va être qu'on va avoir une période de transition où ce genre de navigateur va utiliser le web comme un humain de manière lente et détecter s'il y a un MCP. Donc un MCP c'est genre un service qui permet à une IA de communiquer en direct avec le service sans cliquer et utiliser l'interface humaine, et auquel cas ça ira beaucoup plus vite et l'interface va passer, enfin genre d'ici 10 ans tous les sites auront leur MCP, quoi, tu vois. Tout à fait, et c'est le truc de aujourd'hui c'est comme ça, donc l'interface elle va pas s'arrêter, mais comme tu dis en bonus il y aura des autres chemins plus rapides, mais le mode dégradé sera toujours, il saura s'adapter aux interfaces humaines. Et on peut faire la comparaison, toi tu montes l'escalier et puis le robot il monte sur un rail à côté quand ce sera optimisé, quand il y aura des robots dans la vie, tu vois. Ouais, le même truc, quoi. Ouais, maintenant je vais vous raconter la vraie vie. Avec tout ça est faux. Non, je vais vous raconter la vraie vie parce que littéralement moi sur Whitechip j'ai littéralement des grosses entreprises qui viennent me voir et qui me disent on va pas attendre que les modèles d'IA de ce qu'est Whitechip, je pense, pour les gens qui l'ont pas. Oui, pardon, Whitechip c'est une plateforme donc que j'ai développée moi et mon équipe qui a pour but d'aider les entreprises à mieux comprendre leur référencement sur les modèles d'intelligence artificielle. Et en fait, moi, les grosses boîtes qui viennent me parler, elles me disent, Anis, on va pas attendre que les IA apprennent à nous lire. On veut les aider à ce qu'ils nous lisent pour que justement, on soit le plus vite et le mieux classé sur ces modèles d'IA. Parce qu'aujourd'hui, c'est prouvé
que plus ton texte, plus ton site est simple et bien ordonné et que tu facilites le travail pour les IA, au plus les IA vont t'utiliser. Je te donne un exemple. Mais par exemple, sur de l'horlogerie, d'accord? En ce moment, là, j'ai un gros client dans l'horlogerie. Sur de l'horlogerie, on a capté qu'il y avait une marque, il y avait un site qui remontait beaucoup chez un concurrent Cartier, par exemple, où tu avais une horlogerie, où tu avais le site de Cartier qui était slash le meilleur, notre service client, etc., etc. Et en fait, ce site qui est juste un bloc de texte avec une URL très lisible était remonté par les modèles d'intelligence artificielle très facilement. Alors que la marque avec laquelle je travaille, et ben en fait, le truc de service client, c'est un peu plus deep, c'est plus nos engagements, tu vois, dans un tout petit truc en bas, dans un truc un peu joli, CSS et tout et tout. Et celui-là n'était pas remonté, tu vois. Et donc, en fait, les marques, elles arrivent et elles nous disent, mais du coup, il faut qu'on construise des pages, des sites internet, qu'on ait des recommandations pour savoir comment être mieux lu et faciliter ce travail. Donc, en fait, ce que tu disais, Bastille, il y a les marques aujourd'hui qui disent, les gens, imaginons, les robots n'arrivent pas à rentrer chez nous aujourd'hui parce que les humanoïdes, ils savent pas marcher, on va leur construire un escalier à côté dédié au robot qui sera pour le coup une pente. Et on va pas détruire l'escalier humain, mais on va en construire un à côté, tu vois. Ouais, mais ce que tu as dit, c'est vrai, mais ça n'empêche pas ce que j'ai dit aussi, que les interfaces vont continuer à exister. Néanmoins, comme à l'époque du SEO, où il fallait faire certaines choses dans l'URL ou certaines choses dans le code source pour que YouTube te référence bien, bah là, il y aura des bonnes pratiques à utiliser dans le code du site pour que les IA te référencent bien. Mais en rien, ça ne va changer si le site est jaune ou le site est noir ou blanc, tu vois ce que je veux dire? Au niveau de l'interface, elle sera toujours là. Juste, bah, les sites les mieux organisés, mieux hiérarchisés, avec les noms de pages qui ont le plus de sens, sont toujours mieux référencés, que ce soit par le SEO ou par les IA. Ça change pas. Oui, mais pour moi, ça, c'est un UI UX IA. Non, parce que ça, c'est le travail. Moi, quand je fais un site web, je crée le site web et il y a un mec qui fait le SEO qui lui va dire non, il faut que la page elle soit à l'arbo 0 parce que machin, le bot Google et tout. Ce n'était pas mon métier à moi du tout. Moi, je gérais juste comment naviguer sur le site pour qu'on comprenne, tu vois ce que je veux dire. Mais il y avait un expert SEO qui bossait avec moi dans les entreprises, moi. Oui, mais parce que l'expert SEO, ça va être du contenu, tu vois, ça va être pas que. Il va dire non, la page contact, elle faut qu'elle soit dans le header parce que ça permet, enfin tu vois, des trucs comme t'as dit. Et du coup, moi en tant que designer, je fais d'accord, je le mets en place. Est-ce qu'on termine parce que qui venait avec ça, tu vois. Et j'ai aussi attends, une seconde, Hardis, une seconde. Mais du coup, tu penses pas qu'il va y avoir un UI UX où tu vas avoir des boutons encore plus gros parce que tu sais que les IA, par exemple, cliquent mal sur un tout petit bouton et donc il faudrait mettre le bouton plus gros sur une version IA? Les IA que tu écrives en 1 pixel ou en 1000 pixels, ils vont le lire pareil, parce que ce sera une balise, tu vois. Mais non, mais ils cliquent trop mal. Là, par exemple, tu vois, sur l'exemple qu'on a fait, il sait pas parfois où cliquer parce que c'est trop petit, etc. En fait, c'est ça, moi, tu vois. Est-ce qu'il va y avoir un truc un peu comme quand tu as de l'UI UX pour les vieux, tu vois, ou pour les gens qui sont daltoniens ou qui ont besoin de lunettes, et ben en fait, tu vas modifier la manière dont le site est fait pour les IA, tu vois. Bah, je vois où tu veux en venir, du coup, sur les boutons en eux-mêmes pour qu'ils soient cliqués visuellement, du coup. Je dirais que ça va pas changer grand-chose parce qu'aujourd'hui, on était déjà dans une genre d'homogénéisation avec les interfaces tactiles. Donc, tu vois, YouTube, tout est devenu gros, tous les boutons sont devenus gros parce qu'en fait, maintenant, on va de plus en plus utiliser les écrans au tactile. Donc, c'est déjà devenu assez gros. Donc, je pense pas qu'il y aura de grosses modifications en mode tout sera gigantesque non plus. Je pense pas. Mais peut-être. Non, mais pas forcément gigantesque, hein, mais tu vois, par exemple, le truc des cookies qui est tout en bas, machin, il comprend pas ce que c'est, il essaye de cliquer. En fait, moi, je pense que ça pose plein de questions sur comment les IA interagissent avec un site et comment faire en sorte que les IA, du coup, interagissent plus facilement avec ton site, tu vois. Il a raison, Sony. Si une interface, elle n'est pas claire pour un humain, elle sera pas claire pour une IA et vice-versa, puisque les IA, elles ont été entraînées sur nous. Donc, je pense que, tu vois, il y aura un truc assez naturel quand même. Il y aura pas en mode, tous les boutons sont devenus hexagones parce que on lit mieux les hexagones en ordinateur, tu vois. Mon point, c'était, est-ce qu'on termine par montrer la démo, du coup, de Diffun? Moi, j'ai un autre sujet que je voudrais aborder avec vous si vous avez le temps. Oui, si tu veux. Très bien. C'est toi qui t'es pressé, du coup, à la base, mais je sais pas. Non, c'est bon, je peux. J'ai encore 1 heure, quoi. Voilà. Ok. Voilà la démo. Sachant que je lui ai dit de me rajouter une petite image en haut. Donc voilà, je déplace. C'est moi qui déplace cette image là actuellement. Il a mis du temps à s'y mettre, mais c'est pas mal. Voilà. Alors c'est un script YouTube. Si je lisais ce script YouTube, littéralement ma chaîne coulerait en 5 secondes parce que. Vas-y, attends, tu peux nous le lire en mode c'est une vraie vidéo YouTube que tu fais juste pour voir la qualité du texte. Ok.
Les robots humanoïdes font rêver les passionnés de science-fiction et inquiètent certains travailleurs. Mais ils sont surtout un fascinant défi d'ingénierie. Ces machines cherchent à imiter l'apparence, la mobilité et l'intelligence de l'être humain. Alors que 2025 marque un tournant technologique, cet épisode se penche sur les principaux projets de robots humanoïdes, leurs capacités, leurs limites et l'impact qu'ils pourraient avoir sur notre société. C'est nul, c'est chiant. Très corporel. Alors attends, non. En fait, j'ai l'impression de lire un script de France Inter podcast, tu vois. Bon, déjà, j'ai Ouais, envie de pas dire shot taken. Et ensuite, honnêtement, honnêtement, pour avoir testé plein d'outils d'écriture IA, machin, moi je suis pas fan du tout des scripts IA, je trouve que c'est éclaté au sol. Ça peut aider en mode, on fait une première passe à l'IA qui permet d'aller chercher des infos, des trucs qu'on va revérifier après, mais les scripts IA, je trouve ça toujours écrit de manière mais catastrophique. Honnêtement, là, l'introduction que tu viens de nous lire, c'est pas le pire truc que j'ai lu, fait par une IA. Genre, il y a vraiment pire. Attends, moi j'aimerais bien tester un truc. Je lui ai dit retravaille le script en adaptant mon style et mon naturel et mon ton naturel parce qu'en fait il a accès à l'intégralité de mes anciennes conversations ChatGPT, tu vois. Pas dire à un moment donné, les robots humanoïdes. Non mais tu vois, je pense que C'est chromium, c'est chromium. ça va te faire foutre. Je pense que ça itère, tu vois, tu vois. En fait, moi, je pense que c'est pas mal, mais tu vois, typiquement, alors qu'en 2025, Martin, cet épisode, tu vois, moi, je dirais jamais cet épisode, je dis plus, on va se pencher sur les principaux projets de robots humanoïdes, leur capacité et l'impact qu'ils pourraient avoir sur notre, tu vois, le pourrait. Oui, en fait, moi, ça marche mal en introduction. C'est un peu... Ce qui m'a marqué dans ton texte, c'est que genre il a quand même intégré des bases de hook YouTube qui sont pas horribles, dans le sens où genre le X est dans l'état Y, mais il fait peur à Z. On va voir pour, tu vois, genre il y a quand même un flow logique qu'il y avait pas forcément dans tous les modèles d'IA, tu vois, donc. Ouais, faut le remettre un peu à la sauce. Enfin voilà. Tu es Alright. logout vu son texte. Alors, non, il est Je dois... connecté, des fois. non, moi je crois que je suis connecté. Je lui ai mis toute ma vie à l'intérieur. Utiliser le navigateur cloud. Ah non. C'est pour ça qu'il a pas ton ton peut-être. Ah ouais. peut-être. Si ça vous intéresse, je voulais parler, en plus comme c'est un peu tech, je me suis dit que ce serait intéressant de voir ça avec vous. Je voulais parler de AWS. Ah bah ouais, clairement. Attends, juste rapidement. Conclusion, take rapide sur ChatGPT, hard disk, Basti, ChatGPT Atlas. Mec, Hard disk. moi Vas-y, je pense, hard disk. perso, à titre, mais vraiment c'est vraiment purement personnel et vous me dites ce que vous en pensez. Moi je pense qu'on vit à l'intérieur d'un truc, et attendez, parce que je vais vous le montrer parce que je l'ai ici. Attendez, j'arrive. Montrer sa saucisse. Ça va être un happening très long pour pas grand chose, je sens. Et dire qu'il était pressé, mec. On vit complètement à l'intérieur de cet élément, je crois pas, non? Ou j'ai pas raison? Beyond 1000, ça existe encore. En vrai, ils sont pas effondrés en bourse. Beyond Meat, ouais, je sais pas. Basti, ta take. Moi, je pense que c'est l'évolution naturelle des navigateurs web. À voir ce que va faire comme réaction Google dans une semaine. J'ai hâte de voir en vrai. Ouais. Et moi, en conclusion, je pense qu'effectivement, on est en train de vivre la déconstruction et la construction d'un nouveau web, un web plus axé sur un résultat rapide, plus axé sur une information qui vous arrive dans la bouche littéralement sans que vous ayez besoin de la chercher. Et finalement, un web qui va être de plus en plus automatisé par des robots, pour des robots, et en question ouverte. Finalement, n'est-ce pas là tout le sens du dead Internet, bien sûr. Et on en parlera dans un prochain épisode sur Defend Off, Hard Disk TV et Basti. Sans MS, oubliez pas de lâcher un petit abonnement à l'intégralité de ces loulous qui se positionnent à côté de moi. Qui sont Venez juste sur en bas. Twitch pour suivre toutes nos aventures en direct. Ce call to action, il dure une heure. Et le podcast, et White Sheep, et machin, et la ville de Marseille, je sais pas pourquoi. Allez, bisous.